Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Echo 237. C'est votre émission Parole de vérité, l'une des premières éditions justement de ce programme Parole de vérité. Ce jour, nous recevons une grande personnalité du milieu politique camerounais. Elle est pionnière, en tout cas dans ce domaine, l'une des pionnières. Elle est également pionnière de la presse camerounaise. C'est vrai aujourd'hui à la retraite, mais une femme politique n'est jamais à la retraite lorsqu'on s'engage en politique. Et c'est toujours un honneur justement pour nous d'aller vers elle, recueillir des informations. Et ce jour encore, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans cette émission Madame Henriette Ekwe. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, c'est assez. C'est vrai que ça fait longtemps. La dernière interview que vous avez accordée à Echo 237, ça fait pratiquement 6 mois. C'était avant les élections présidentielles. C'est ça, oui. Et pour l'instant, j'espère que... Ça me fait plaisir de revenir sur votre chaîne. Donc, je suis restée un peu absente des réseaux sociaux. Et maintenant, je renoue avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux. C'était dû à quoi? C'était dû à d'abord mon fidèle, Cédric, c'est ça, n'était pas là. Oui. Et donc, pour des raisons techniques, on n'a pas pu se voir pendant des mois parce qu'il y avait beaucoup de troubles. Et maintenant, les problèmes se sont calmés. Oui. On reprend les vidéos. Oui, tout à fait. Donc, et aujourd'hui, nous plongeons immédiatement dans l'actualité socio-politique, avec notamment le mémorandum que vous avez adressé au pape. Ça s'intitule le pape Léon XIV qui sera au Cameroun à partir donc du 15 au 18 avril. C'est vrai, vous n'êtes pas la seule signataire. À côté de vous, il y a Maître Alice Corme et puis l'épouse Djekam Djameni. Dites-nous, quel est l'objectif visé derrière ce mémorandum que vous avez signé et qui a été acheminé à l'archevêque métropolitain de Douala? Voilà, la crise électorale a plongé le peuple du changement dans un désarroi total. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations massivement, il y a eu des blessés par balle, il y a 2 jeunes qui sont morts en détention, plus Anissé et Kane. Et aujourd'hui, Djekam Djameni, qui est toujours pour les mêmes raisons détenu à la BMM, c'est-à-dire la prison politique de Kondengui. Nous, les femmes, se sont donc assises pour créer un collectif des femmes pour la défense des prisonniers politiques depuis la crise anglophone, qui sont toujours en prison. Les prisonniers de 2018 du MRC et aujourd'hui cette deuxième crise électorale, les prisonniers aussi qui sont plus nombreux parce que là il y a eu des descentes sur le terrain et autant de raisons pour le pouvoir non seulement de sortir l'armée des casernes mais avec l'ordre de tuer. C'est ce qui s'est passé. Donc on s'est assises entre femmes et on a décidé de porter ce combat-là à l'opinion internationale et de profiter de la visite du pape au Cameroun, le pape Léon XIV, pour lui présenter le mémorandum que nous avons écrit. Et nous sommes donc passés par l'archevêque métropolitain Samuel Cléda, qui nous a chaleureusement accueillis, il faut le dire, d'autant plus que lui-même a fait beaucoup de sorties pour dire qu'il y a une crise, il n'y a pas la paix. Et nous nous sommes dit qu'on s'adresse à lui parce qu'il est pour nous le meilleur porte-parole auprès du pape Léon XIV. Qu'est-ce que vous attendez justement à la suite de ce mémorandum, une fois que le pape aura certainement pris connaissance de ce que vous avez mentionné dans le mémorandum? Est-ce que vous vous dites peut-être il va demander au président de la République de libérer tous ces prisonniers-là? Certainement, c'est ce que nous espérons. Pourquoi? Parce que en 40 ans ou 42 ans, 43 ans de pouvoir, le seul souci du président a été de faire venir les papes
au Cameroun. C'est le troisième du genre qui arrive au Cameroun. Non, c'est pas le... Oui, le troisième. Pour 4 visites, parce que Pape Jean-Paul II en avait fait 2 visites. Oui. Voilà, Jean-Paul II en a fait 2, 85 et 95. Benoît XVI en a fait 1 en 2009. Et voici le pape Léon XIV, à peine arrivé, lui aussi est convié au Cameroun. Il tombe bien parce que il y a une crise électorale et j'espère que le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du Vatican au Cameroun, lui en a parlé parce que cette crise-là, il faut dire que les membres du clergé ont été les premiers à sonner l'alarme, à dire que le président est trop vieux pour se représenter encore et qu'il fallait qu'il se repose. Ce sont les membres du clergé catholique qui ont été les seuls à montrer leur désaccord par rapport à ce 8e mandat, à cette élection-là. En l'occurrence, Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda. Il y a l'évêque, l'archevêque aussi de Bafoussam. Lui aussi. Donc, le clergé catholique a été offensif pour refuser cette énième candidature du président Paul Biya. Et ils ont dit tout ce qu'ils pensaient de mal en disant qu'on peut aller se reposer à un certain âge et que ce n'était pas bon que le président se représente à nouveau à son grand âge et aux difficultés qu'il a désormais, même pour se déplacer. Tout à fait. Voilà. Notre espoir est que ce mémorandum rappelle au président de la République qu'on n'est pas en paix et qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques dans notre pays depuis notamment 2016, lorsqu'éclate la crise anglophone. Le contentieux électoral de 2018 avec les marches du MRC, oui. du MRC et l'emprisonnement et la condamnation des dirigeants politiques à des peines de prison et des dirigeants politiques qui ont été traduits au tribunal militaire. C'est-à-dire qu'on criminalise de plus en plus l'opinion politique et notamment des dirigeants politiques qui ne passent plus à un tribunal civil, non, ils passent à un tribunal militaire. Parce qu'on invente que, oui, on a déstabilisé le pays et ça suffit pour que les gens aillent au tribunal militaire avec toute la sévérité qu'on peut imaginer. Les hommes politiques n'ont pas à être traduits devant un tribunal militaire pour exprimer leur opinion. Ils n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas embêté, ils n'ont fait que exprimer ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, et moi je le redis, c'est que Issa Chirouma a été vainqueur de cette élection. On l'a vu en direct dans les plateformes des réseaux sociaux où on a vu en direct le dépouillement des votes. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus rassurant pour le pape de demander aux autorités de faire venir Issa Chirouma Bakary, le candidat déclaré deuxième par le Conseil constitutionnel à cette élection présidentielle qui revendique justement la victoire? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour le pape de demander aux autorités de faire venir justement cet homme politique au Cameroun avant sa venue? C'est vrai que dans notre mémorandum, nous exigeons le retour des exilés politiques qui, du fait de la crise, ont dû quitter précipitamment le Cameroun, dont Issa Chirouma Bakary. Tout à fait. Oui. Dans le mémorandum demande le retour des politiques qui ont dû fuir le pays parce qu'ils craignaient pour leur vie. Et c'est le cas de Issa Chirouma Bakary. Donc, son nom est aussi dans ce mémorandum-là. Au sein de l'opinion, en tout cas, les différentes doléances qui sont formulées à l'attention justement du pape, c'est de voir justement initier un dialogue entre ces acteurs politiques, c'est-à-dire ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, pour en quelque sorte de fumer le calumet de la paix, parce qu'il faut dire que la dernière élection présidentielle a véritablement créé une certaine fracture sociale
une grosse fracture sociale. Et si les populations sont descendues massivement dans la rue à travers tout le pays, c'est que réellement l'impact de Issa Chiruma a été très fort. C'est pour ça que il y a eu une panique du régime. On ne pouvait pas accepter que les gens descendent dans la rue à Douala, à Yaoundé, à Bertoua ou non pour cette histoire-là, pour ce contentieux historique. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le pape réunisse justement, puisqu'on a vu certains hommes politiques déjà adresser justement les lettres d'audience. Oui, les demandes d'audience. Les demandes d'audience, pardon, à l'attention du pape. Il souhaite véritablement s'exprimer, parler avec le pape. Est-ce que le pape va écouter tous ces gens-là? Est-ce que le pape va accorder de l'audience à tous ces acteurs politiques? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, après la visite du pape, que véritablement les acteurs politiques du Cameroun, que ce soit ceux de l'opposition et du pouvoir, ainsi que la société civile, puissent véritablement s'orienter vers une autre vision pour notre pays? Généralement, quand le pape arrive, c'est pour délivrer un message de paix. Tout à fait. Et c'est aussi pour faire en sorte que là où il y a des difficultés, qu'il y ait une réconciliation. C'est la mission du pape. Tout à fait. Et plus que jamais, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques ont compris que si le pape a insisté pour venir, en dépit de tout, parce qu'il a un ambassadeur ici, le nonce apostolique, s'il a insisté quand même pour venir, c'est qu'il sait que dans notre pays, il n'y a pas la paix. Et on compte sur lui pour jouer son rôle de pacificateur. C'est vrai qu'il sera également dans le Nozo, notamment à Bamenda. Il sera, voilà. Et il sera dans le Nozo parce qu'il sait que cette crise a duré. On est à 10 ans et beaucoup de morts. Voilà. Les hommes de paix, bon, ce que le pape peut nous amener, c'est la paix. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui importe au président de la République, ce n'est pas d'avoir des visites, des chefs d'État pour signer éventuellement des accords de coopération. Ce qui tient le plus à cœur au président de la République, c'est d'avoir régulièrement des visites du pape. C'est comme il est catholique, fervent catholique, il trouve que c'est plus important que de faire des voyages d'État ou de recevoir des gens dans son pays. Bon, comme c'est seulement ce qu'il aime, c'est le pape, on va s'appuyer sur ça pour demander au pape d'intercéder pour qu'on ne soit plus dans cette situation et particulièrement que le président ne sorte plus les armes pour des marches pacifiques. Parce que quand il dit qu'il y a eu une casse, bon, on a cassé une boutique ou deux. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on abatte, on tue des enfants? Je ne pense pas. Donc le président de la République le fait exprès pour faire taire le peuple camerounais et ça va lui porter préjudice, qu'il le veuille ou pas, tôt ou tard. Sa Sainteté le pape Léon XIV arrive dans un contexte marqué par des multiples polémiques autour de la nouvelle loi, le nouveau projet de loi, pardon, qui est adopté au Parlement camerounais, permettant, instaurant justement le poste de vice-président de la République, qui sera nommé par le chef de l'État. Vous avez suivi justement cette actualité comme beaucoup d'autres Camerounais. Quelle est la lecture que vous faites justement de ce nouveau projet de loi? C'est vrai qu'il y a eu entre-temps également, lors de la session parlementaire du mois de mars qui s'est achevée, on a eu deux nouvelles figures à la tête de ces deux chambres, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous justement de cette actualité? Non, le président est à bout de souffle. Mais on le lui a dit, beaucoup de gens, moi-même j'ai fait une vidéo pour dire que le président est affaibli et qu'il ne faut pas qu'il se ridiculise dans une élection où il n'a plus sa place. Mais comme il veut que personne d'autre ne le remplace, alors il veut mourir à la tâche. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'à peine élu, il demande tout de suite qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour nommer un vice-président. Et on commence à dire que c'est formidable parce qu'il a vu que
il faut quelqu'un pour l'aider. Mais alors, si tu n'as pas la force pour mener ton mandat, mais il ne fallait pas demander un mandat, et tu es affaibli. C'est un complot contre le peuple camerounais. En quoi est-ce un complot? C'est un grand complot parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le président de la République, sachant qu'il est fatigué, il invente l'histoire du vice-président. Oui. Qu'est-ce que le vice-président va faire? Qu'est-ce que le vice-président dans ses tâches doit faire? Bon, on n'a pas besoin de ça. Où il peut et il fait, où il ne peut pas, il laisse. Quelle est cette histoire que à peine as-tu eu le mandat, tu veux présenter un vice-président? Et tout le monde dit que ce sera certainement son fils. Au nom de quoi? C'est que le président, avec sa seule légitimité de décembre, qu'il n'a d'ailleurs pas eu, mais il veut assurer la pérennité de son pouvoir au-delà de sa vie. Donc, il va mettre quelqu'un et on va continuer pratiquement jusqu'à la fin du siècle. Ce seront toujours le RDPC, c'est-à-dire Biya, qui va se perpétuer au-delà du siècle. Et ça, le Cameroun ne peut pas l'accepter. Qu'il fasse ce qu'il veut, un jour, il y aura une étincelle. Mais qu'est-ce qui fait problème? La création du poste de vice-président ou alors le fait que c'est le président qui doit le nommer? Est-ce que la Constitution ne lui donne pas la possibilité non. Il faut prendre une telle décision? Ça fait trop de choses. Il a eu une légitimité pour gérer le pays. Maintenant, il dit, si jamais je ne parviens pas, mais comment tu es allé te présenter alors que tu sais que tu ne pourras pas? Tout le monde t'a dit, n'y va pas. Les prélats t'ont dit, le clergé catholique t'a dit, n'exagère pas, n'y va pas. Il a voulu y aller. Et comment se fait-il que moins de 6 mois après, il dit, bon, au cas où je serai malade, je vais nommer quelqu'un qui va gérer. C'est quoi cette blague-là? On est des idiots. Hein? Ce vice-président n'a aucune légitimité. Aucune. Déjà, on a fait chez nous un mode de dévolution du pouvoir en cas d'absence. Cette dévolution, c'est clair. C'est le directeur, le président du Sénat qui prend, je crois, 100 jours pour faire une élection. C'était clair, comme de l'eau de roche. Mais il se posait un problème quand même de la délégation de signature qui faisait problème au niveau justement de la présidente de la République avec le SG de la présidence. Que d'aucuns accusaient d'abuser un peu de cette mais le président, mais c'est une des raisons pour lesquelles le RDPC n'a pas voté son champion. Parce qu'à peine a-t-il pris le pouvoir en 2018 qu'il a sorti un gongo pour dire, bon, viens, tu vas signer. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu as des moments d'incapacité de gérer le pays. À ce moment-là, tu t'en vas. Il faut quand même faire confiance à tes camarades du RDPC qui peuvent tout aussi bien gérer. Il n'est pas le seul dans ce parti. On a vu certains constitutionnalistes du RDPC justement s'exprimer sur le plateau, sur des plateaux de télévision à ce sujet en disant que ce poste de vice-président vient régler le problème justement de délégation de signature. Il ment, c'est un mensonge. Si le président ne peut plus, il dépose. C'est tout. Il n'y a pas à dire que non, la délégation du pouvoir, ceci. C'est parce qu'il a compris qu'il n'est plus tout à fait en forme que dès 2018, il a commencé cette histoire de délégation de signature. Quand quelqu'un est sain d'esprit et de corps, pourquoi il n'a pas fait ça en 82? Il ne l'a pas fait. Et pourquoi maintenant il commence à dire que non, je vais donner une délégation? Tu t'en vas, ce n'est pas le trône, ce n'est pas une monarchie. Tu t'en vas. Quand tu ne peux plus, tu t'en vas. Voilà. Donc ça, cette modification de la Constitution, c'est un acte scélérat, assassin pour la démocratie. Parce qu'on applaudit, oh, vraiment la démocratie sera bien. Quelle démocratie? Quelle démocratie quand quelqu'un veut mettre son fils? On est en démocratie où on est, je ne sais même pas où. Hein? Donc, ce qu'il a fait là,
pour tuer la démocratie, le peuple camerounais va se battre, comme il sait d'ailleurs le faire. C'est vrai que le chef de l'État a prorogé le mandat des députés. Et il y a d'ailleurs une loi qui, si elle venait à s'appliquer lors des prochaines sessions forcément à l'Assemblée nationale, donnerait le pouvoir au chef de l'État de proroger de manière indéfinie le mandat des conseils municipaux. Parce que le président a peur de l'élection. Le peuple lui a prouvé que tu n'es plus notre candidat. Et il a peur, il fuit l'élection. Ah, donc vous pensez sur une manière de fuir l'élection? Il fuit, il a peur des élections. Parce qu'il a reçu une raclée le 12 octobre. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Parce qu'il va se faire une loi où il peut proroger des gens tous les jours qui ont eu des sacs d'argent et qui vont voter tous les jours. Et j'ai bien interpellé ces députés-là. Je leur ai dit comment vous pouvez aller trancher la gorge de la démocratie et vous applaudissez. Mais que pouvaient bien faire les députés? Mais ils n'avaient qu'à partir. Le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale. D'accord, mais s'il y a quelqu'un qui a une once de conscience politique, beaucoup devaient démissionner ce jour-là. C'est tout. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la dignité en politique. Il y a la dignité et il y a surtout la volonté d'être de véritables représentants du peuple, qui ne vont pas donner à quelqu'un au soir de sa vie, pratiquement, je ne sais pas quoi, et on va lui donner des pleins pouvoirs encore. Ça veut dire qu'on ne veut plus être en démocratie, on est maintenant en monarchie. C'est Bokassa. Moi, je ne savais pas qu'un homme instruit comme les Paul Biya, qui a fait sciences politiques, paraît-il, à Paris, et il vient assassiner la démocratie. Lui qui dit, oui, j'ai apporté la démocratie. Quelle démocratie? Quelle démocratie où il n'y a pas d'alternance? Dès que vous parlez d'alternance, on sort l'armée des casernes, on tire sur les gens. Tous ces cadavres-là, depuis les villes mortes, depuis 2008, et maintenant 2025, comment il va s'en sortir? Lui, le chrétien, le grand catholique, devant l'Éternel, je ne sais pas. Les regards sont orientés vers le fils du président de la République comme potentiel vice-président qui sera désigné. D'ailleurs, dans les coulisses, c'est pas officiel. Mais si le chef de l'État venait à désigner un vice-président anglophone, peut-être à l'issue, après la visite du pape, s'il venait à remanier le gouvernement et en nommant un ressortissant de cette partie du pays comme vice-président, est-ce que ça pourrait quand même au moins s'apaiser? Le pays a déjà constaté que Biya a instauré le tribalisme d'État, où les écans sont partout. C'est eux qui sont à la préfectorale, c'est eux les officiers supérieurs de l'armée, c'est eux les administrateurs civils. Ils contrôlent tout. C'est eux, le personnel des ambassades, quand il est renouvelé, les écans sont partout. Vous allez à une ambassade, on parle bêtis. C'est quoi? Qu'est-ce que le président fait comme ça? On n'a jamais eu ça dans ce pays, du temps d'Ahidjo. Pourtant, je n'étais pas une fervente d'Ahidjo. Hein? Donc, le président fait tout ça parce que les écans bêtis boulou, ils sont partout. Ils sont partout. Partout. Vous allez à la CNPS, même au nord, il n'y a que. Les petits du Nord, eux, ils vont travailler où? Vous allez au service des impôts, il n'y a que. Quel est ce pays-là? Mais peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles il a créé le poste de vice-président, peut-être pour attribuer cela aux anglophones, non, il n'a pas créé ça pour ça. Il a créé ça parce qu'il veut faire comme tous les présidents de la sous-région. Idriss Déby, c'est son fils. L'autre de Guinée équatoriale, c'est son fils. Denis Christel Sassou Nguesso au Congo. Donc, même Tshisekedi, c'est le fils de son père, comme Kabila aussi a été le fils de son père. C'est-à-dire que dans notre sous-région, c'est des petits-fils à papa, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne connaît pas leurs compétences, mais parce que c'était papa qui était là, on commence à vous dire que oui, il a aussi le droit d'exister. Mais si tu as le droit d'exister, existe par toi-même. N'existe pas par le nom de ton père.
et tu nous montres tes compétences, si tu en as. Voilà. Voilà, on va sortir bientôt de cet entretien. Madame Arrête Ekwe, c'est vrai que Issa Chiroma Bakari s'est prononcé à la suite justement de cette réforme constitutionnelle, on va le dire ainsi. Il a demandé aux Camerounais de ne pas se décourager. Il a d'ailleurs promis bien avant qu'il s'apprête à revenir au Cameroun. Mais il y a pas mal de militants ou alors les sympathisants qui ont voté pour lui qui estiment qu'il les a trahis, qu'il aurait dû rester sur place au Cameroun. Comment expliquer qu'il soit toujours en exil depuis non, pratiquement... on ne peut pas dire ça. Il ne faut pas oublier qu'on a posé des gens sur le toit de son voisin qui tiraient sur lui. Issa aurait été assassiné, c'est clair. C'est clair. Donc, ce régime-là a déployé la terreur d'État pour que Issa soit obligé de fuir. Et on l'aurait abattu comme un chien s'il était resté. On aurait même dit que ce n'est pas l'armée, que c'est ces gardes qui l'ont tué. Non, non, il était en danger de mort. Oui, mais il est parti. Pourquoi rester jusqu'à 6 mois? Physique. Ça fait déjà pratiquement 6 mois. Oui, oui, mais il faut qu'il ait des garanties pour revenir. Il faut qu'il ait des garanties pour revenir. Et quand on a cherché à te tuer, tu ne peux pas revenir comme ça. C'est un homme qui est en danger de mort dans son pays. Pourquoi, c'est la question que certains se posent, pourquoi la communauté internationale, justement, ne s'attarde pas véritablement sur ce cas? Le cas Issa Chiroma Bakari, on a vu dans certains pays où la communauté internationale s'est levée pour soutenir, justement, certains qui sont dans la situation. Pour l'instant, la communauté, bon, on dit qu'il y a des chefs d'État qui ne l'ont pas félicité, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on sache qu'on va mettre le Cameroun au banc de la communauté internationale, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, Issa, il n'est pas en sécurité, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. On a une armée qui tire. Et comme les petits ont vu, parce que les jeunes gens qui ont été abattus, leurs amis ont pris des photos. Ils ont dénoncé les gars qui ont tué. À tel endroit, à telle heure, on a tué un tel. Et un tel là, c'était ce qu'ils ont appelé la milice Boulou. Voilà, on va sortir de cette émission. Peut-être un dernier mot, puisque nous apprêtons, le Cameroun s'apprête justement à accueillir le pape. C'est un moment important de la vie de la nation et beaucoup de Camerounais font d'espoir justement sur cette arrivée-là, parmi lesquels vous, justement, à travers le mémorandum que vous avez pu adresser au pape. Un dernier message, justement, un dernier mot pour sortir de cette émission. Mais j'attends du pape Léon XIV, qui doit sûrement être instruit de la crise post-électorale et de ses victimes. Il y a 2 enfants, 2 jeunes qui étaient des adolescents, qui est mort en détention à Douala. D'autres sont gravement malades. Ndjekam Tchameni est toujours là-bas et Ndjekam lui-même aussi est malade. Il faut absolument tout faire pour qu'on libère tous les prisonniers politiques depuis ceux de 2016, la crise anglophone, et ceux de du contentieux électoral de 2018 et celui de 2025. Il faut absolument que le pape Léon XIV puisse attirer l'attention du chef de l'État pour lui dire qu'on est en démocratie et qu'il y a beaucoup trop de condamnés pour leur opinion politique. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder et à écouter justement ces conseils et ces messages véhiculés par l'une des doyennes justement du milieu politique en tant que femme politique camerounaise et aussi même de la presse camerounaise, Madame Arrête Ekwe, qui nous a fait l'honneur en tout cas de nous recevoir pour cet autre entretien, Parole d'homme sur Écho 237. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada, du 29 au 31 mai 2026.
la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DMV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DMV et d'ailleurs. Participer à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum. Un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High pour une soirée d'exception. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571 575 1034 ou encore au 202 568 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026, une date qui compte, un geste qui éclaire des vies, avec le soutien d'Echo 237, partenaire média.